Et bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo un peu particulière puisque je vous propose dans cette session le replay d'une visioconférence que j'ai donnée en novembre 2025, une visioconférence de questions-réponses, principalement à destination des stagiaires, de mes élèves en fait, qui suivent la formation que je propose et qui s'intitule Développement des capacités de voyance au sein donc de mon organisme de formation Clévao Formation. Alors au fil de cette rencontre, on a exploré ensemble plusieurs grands thèmes liés à la pratique intuitive, sur la nature de l'intuition, ses différentes formes, les définitions, les conditions qui favorisent la dynamique d'une consultation pour ceux qui font des consultations de voyance. Mais on a aussi parlé de problématiques plus concrètes comme la datation, le travail spécifique du remote viewing sur des cibles d'entraînement, les supports de la voyance ou encore la différence entre la voyance en consultation, l'utilisation des supports. Voilà, ça fait vraiment beaucoup de choses qui sont abordées pendant cette heure 30 de questions-réponses. Les échanges sont spontanés, vivants, parfois techniques, mais c'est toujours centré sur la compréhension la plus fine possible finalement de ce fonctionnement intuitif qui compose finalement notre humanité, puisque l'intuition est une propriété de la conscience. Et donc même si cette visio s'adressait à l'origine aux participants de cette formation, j'ai souhaité la partager ici sur les réseaux sociaux, en particulier sur YouTube, parce qu'elle peut intéresser beaucoup de gens qui pratiquent la voyance, que ce soit en consultation ou en pur amateur. Pour les personnes qui pratiquent aussi le remote viewing, la vision à distance. Finalement, tout type de travail intuitif, qu'elle soit débutante ou expérimentée. Donc je vous invite à écouter tranquillement cette visio. Vous y trouverez sûrement des éclairages, des exemples concrets, des clés aussi pour affiner votre propre pratique. Et puis si vous souhaitez, vous pouvez aussi recevoir le document de synthèse que j'ai préparé. Pour ça, vous pouvez cliquer sur le lien contenu dans la description de cette vidéo ou directement dans le premier commentaire épinglé juste en dessous de cette vidéo. Voilà, il suffira simplement de saisir votre adresse email et vous recevrez de manière automatique le document de synthèse au format PDF. Et puis si vous souhaitez en savoir plus sur la formation développement des capacités de voyance, vous avez aussi tous les liens dans la description de cette vidéo. Bon visionnage, et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Activez la cloche pour avoir toutes les notifications. Voilà, donc on est dans une session de questions-réponses spécifiquement tournée autour de la formation développement des capacités de voyance. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une session sur cette formation-là. Vous savez, j'en fais régulièrement autour des différents programmes en fait, qui sont proposés au sein de Clevao, sur le tarot, sur le Béline. D'ailleurs, ça va arriver ça probablement dans le courant de l'hiver. Et ce soir, voilà, donc on va parler donc plus spécifiquement donc de cette formation. Donc les questions vont être vraiment tournées autour de ça. Ça se fait un peu à l'initiative. Enfin, à l'initiative, c'est moi qui ai eu l'initiative, mais ça se fait parce qu'il y a une recrudescence de questions en fait de différents stagiaires cette année, en tout cas depuis cet automne, avec beaucoup de questions très pertinentes, souvent très pointues, et qui sont des questions parfois un peu techniques aussi, et qui naturellement aussi peuvent intéresser, je dirais, toute la communauté des gens qui suivent aussi cette formation. Il y a un stagiaire qui s'appelle Thomas qui est présent ici, peut-être qu'il prendra la parole à un moment donné s'il y a peut-être des précisions à apporter. Et donc, Thomas, il avait pris l'habitude de m'envoyer des questions longues comme le bras, absolument passionnantes, géniales, mais qui prennent beaucoup de temps à répondre, surtout par écrit. Et donc, c'est souvent plus facile de le faire finalement comme ça. Donc, à un moment donné, j'ai dit, écoute, je me suis saisi de cette opportunité. Donc, merci Thomas pour toutes ces questions, pour relancer cette session de questions-réponses. Et puis, finalement, voilà, apporter un maximum de réponses à la fois à tes questions et puis aux différentes questions qui sont pas forcément toujours bien répondues dans les espaces commentaires. Voilà. Donc, alors je vais vous partager, tiens, dans l'espace de chat, je vais vous partager le sommaire en fait, parce que donc Thomas il m'avait envoyé tout un document, et puis certaines autres personnes m'ont aussi envoyé des documents. Donc j'ai synthétisé tout ça dans une sorte de sommaire cohérent pour qu'on puisse échanger. Donc voilà, je vais vous le mettre. C'est un document PDF dans l'espace de chat que vous pouvez télécharger, qui s'appelle Questions-réponses, mercredi 5 novembre 2025. Hop, normalement, voilà, là vous devriez l'avoir. Ah non, je ne l'ai pas mis au bon endroit, pardon, excusez-moi. Je l'ai envoyé à... non, pas du tout. Alors attendez, hop, je recommence. C'est là. Voilà, hop, hop.
Voilà, donc il y a un document qui a dû se charger, c'est un PDF, donc ça vous donne comme ça un peu toute la liste des questions qu'on va traiter. Et dans un sens, on va essayer d'être cohérent, d'être logique. Et donc, on va avoir en tout, oui, 5-6 points importants, ouais, 7 même. Donc, je ne sais pas si on aura le temps de tout faire, peut-être qu'on va déborder un petit peu. Donc, on a déjà toute une série de questions sur comprendre la nature de l'intuition. Donc, je vous invite vraiment à lire le document que je vous ai envoyé dans l'espace de chat. Hein, vous pouvez le télécharger et puis comme ça vous donnera le sommaire. Et donc, on a déjà tout un point donc, sur comprendre la nature de l'intuition. Déjà, peut-être apporter une petite précision quand on parle du mot intuition, parce que le mot intuition, c'est un mot un peu fourre-tout qui peut vraiment désigner deux choses. À la fois, ça va désigner la capacité cognitive d'un individu à obtenir de l'information. Hein, voilà, donc on pourrait dire, c'est un peu comme quand on dit j'ai de l'intuition. C'est exactement la même façon qu'on a de dire j'ai de la mémoire. On définit à ce moment-là la capacité. Évidemment, quand on dit j'ai de l'intuition, c'est qu'a priori, on sait s'en servir et donc, on obtient régulièrement donc, ce qu'on appelle des informations intuitives et qu'on appelle parfois intuition. Dans le langage courant, on dit j'ai des intuitions, j'ai eu beaucoup d'intuitions, j'ai eu des intuitions sur ce sujet-là. Et donc, quand on parle comme ça, le mot intuition désigne eh bien, les informations qui ont été obtenues par la capacité. Bon, donc le mot intuition désigne à la fois une capacité, donc la capacité de perception, et aussi les informations qu'on obtient donc en l'utilisant. Donc parfois il y a un petit flou là-dessus quand on parle du mot intuition, on ne sait pas toujours de quoi on parle. Et donc la première question qui est posée ce soir, c'est est-ce que l'intuition peut être désobéissante et suivre sa propre direction plutôt que celle du viewer, de l'intuitif, disons? Hein, donc, d'une certaine façon, la réponse ce serait plutôt oui. Désobéissante et suivre sa propre direction. Disons que enfin, ça rejoint un peu aussi la question numéro 2. Existe-t-il une signature intuitive propre à chacun qu'on ne pourrait pas modifier? Euh, au fond, voilà, quand on utilise sa capacité intuitive, on met en œuvre finalement tout un processus qui va permettre donc de percevoir de l'information. Et ces informations, donc, elles vont finalement être perçues par qui on est, par notre corps, par nos canaux sensoriels, et puis ça va être exprimé, ça va être décodé, on va dire, et ensuite exprimé. Et donc, dans tout ce processus-là, il y a plein de filtres, il y a plein de paramètres, si on peut dire comme ça, qui interviennent, qui sont des paramètres subjectifs, qui dépendent de tout un chacun. Et donc, on pourrait dire par exemple que vous avez des gens qui sont, c'est d'ailleurs un peu un fait reconnu, vous avez des gens qui sont très visuels et vous avez des gens qui sont très auditifs. Hein. Souvent, quand on parle par exemple de la mémoire, on parle comme ça, mémoire auditive, mémoire visuelle, parfois même de mémoire kinesthésique. Bon. Donc, comme ça, comme s'il y avait un peu comme ça un peu une signature sensorielle. On va s'apercevoir que pour la capacité intuitive, ça va fonctionner aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez des gens qui vont plus facilement percevoir visuellement ou auditivement, plus facilement percevoir des éléments qui concernent voilà, certains sens plutôt que d'autres. C'est vraiment quelque chose qu'on peut observer. Cela dit, voilà, ça peut vraiment se travailler aussi. On peut, quelqu'un qui n'est pas très auditif a priori, peut quand même se mettre à percevoir des choses par ce canal-là. Donc c'est quand même quelque chose qui peut tout à fait se travailler. Et puis quand on parle de désobéissante, ici la question c'est peut-être aussi lié à l'intention. Parce que l'intuition finalement, surtout quand on fait un travail, alors peut-être qu'il faut préciser ça aussi, c'est que dans toute la formation en fait, que vous avez suivie sur le développement des capacités de voyance, on fait un travail intuitif. Donc, bien sûr, à chaque fois qu'il y a des exercices, on fait un travail intuitif. On fait un travail intuitif provoqué. C'est-à-dire qu'on sollicite activement, consciemment, la capacité intuitive pour donc obtenir des informations sur le sujet sur lequel on travaille. Donc ça n'a rien à voir avec un type de enfin, comment dirais-je, avec ce qu'on pourrait appeler l'intuition sauvage ou la voyance sauvage, où là, dans ce cas-là précisément, les informations, eh ben, elles donnent l'impression d'arriver toutes seules, sans qu'on ait rien demandé. Donc, dans le cas précis, en fait, où on veut solliciter son intuition, c'est-à-dire qu'on a un sujet, ce qu'on va même appeler typiquement une cible, quand on fait typiquement un travail de remote viewing, de vision à distance, donc on va diriger notre intention sur le sujet sur lequel on veut avoir des informations.
Et c'est cette intention qui va guider l'intuition. Intention et intuition, ça va ensemble. Et ce, pour quel que soit le sujet sur lequel on veut travailler, hein. Et donc, l'intention, c'est ce qui dirige l'intuition. Et donc, quand on travaille par exemple sur un lieu mystère et qu'on se dit, bah, par exemple, bah, voilà, je veux décrire ce lieu par l'utilisation de mon intuition, donc je dirige mon intention sur ce lieu-là, sur la tâche que je veux accomplir, et je peux même la diriger sur des sous-tâches en quelque sorte, consistant par exemple d'abord à décrire des choses qui sont très basiques, sensorielles, les couleurs, les contrastes, les luminosités, les textures, etc., etc., avant d'arriver à des choses un petit peu plus conceptuelles, un petit peu plus abstraites. Bon, mais alors c'est vrai que parfois, bah, c'est ce qui est posé comme question, est-ce que l'intuition, elle peut désobéir à l'intention? Ben oui, en fait, elle peut, parce que parfois, ben, je sais pas, vous êtes dans un lieu, admettons que la cible sur laquelle on doit travailler, c'est la tour Eiffel. Bon, c'est la tour Eiffel, et donc, bah, à un moment donné, vous allez vous dire, vous allez diriger votre intention en disant, bah voilà, bah là, ce que je veux, c'est obtenir les couleurs. Je veux avoir les couleurs de ce lieu. Bon. Et puis, bah, la réponse qui vient, bah, c'est que vous avez affaire à quelque chose qui est grand, qui est monstrueux, qui vous dépasse complètement. On voit que ce n'est pas des couleurs, ça, en fait. Ce n'est pas des informations de type visuel, vraiment, plutôt des informations de taille. Donc, dans ce cas-là précis, on peut dire, oui, effectivement, ça donne l'impression que ça désobéit un peu. Et donc là, on a l'impression vraiment que la cible sur laquelle on travaille, le lieu sur lequel on travaille, c'est comme s'il avait envie de nous envoyer des informations caractéristiques, particulières, et donc, ben, c'est ça qui va arriver, c'est ça qui va être perçu plus que certaines autres choses. Bon, voilà, c'est un exemple que je donne, et donc effectivement, ça donne l'impression que ça désobéit en quelque sorte. Euh, ça peut faire ça aussi en fonction des propres centres d'intérêt qu'on peut avoir. Alors, admettons quelqu'un qui est passionné par l'histoire. L'histoire, je sais pas, même l'histoire. Imaginez ben, quelqu'un qui est passionné d'histoire médiévale et d'art religieux. Ben, si vous lui mettez une cible comme Notre-Dame de Paris, ça devrait pour cette personne-là se révéler beaucoup plus facile à décrire intuitivement que si vous lui mettez, je ne sais pas moi, la centrale de Tchernobyl. Parce que ces centres d'intérêt font que, bah, en fait, il aura plus de facilité. Euh, donc là, c'est complètement subjectif. Et donc, dans le cas précis où on imagine que la cible, c'est la centrale nucléaire de Tchernobyl, bah, on va avoir l'intuitif pourrait finalement, malgré l'intention posée de décrire le lieu en question, donc la centrale de Tchernobyl, évidemment, il ne sait pas, il est totalement inconscient que c'est cette cible-là, bah, en fait, ça pourrait pas répondre, ça pourrait ne pas répondre parce que ça ne l'intéresse pas. Euh, enfin, c'est un peu grossier de le dire comme ça, mais ça pourrait en fait, voilà, il pourrait avoir très très faiblement, enfin, voilà, pas beaucoup, très peu d'informations sur ça, ou des informations qui en fait vont plutôt correspondre à des choses mineures, qui ne sont pas nécessairement majoritaires sur la centrale de Tchernobyl, mais qui pourraient quelque part peut-être plus lui correspondre. Voilà, je sais pas moi, la beauté du décor à côté, la beauté du paysage, je ne sais pas si c'est très beau dans mon exemple, mais voilà, on va avoir un peu des choses comme ça. Donc, et ça peut faire partie un peu de la signature intuitive, du caractère de l'intuitif. Ça se voit en fonction de qui on est, en fonction de ce qu'on n'aime pas, les centres d'intérêt, etc. Ben, en fait, on va voir, oui, oui, un peu des profils comme ça qui peuvent exister. Après, sur la question numéro 3 qui était posée, y a-t-il différents profils d'intuitifs, libres, cadrés, analytiques, sensoriels? Je ne suis pas sûr en fait que c'est c'est vrai que il y a c'est enfin, ça va passer un peu dans la personnalité tout ça. C'est finalement quand on est intuitif aussi avec le caractère que l'on a, avec la personnalité que l'on a. Et donc vous avez des voyants, des intuitifs, des viewers, ben, qui supportent pas en fait tout simplement d'être cadrés ou de d'avoir par exemple un moniteur qui pose des questions en face de lui, parce que souvent les sessions de remote viewing ça se travaille en binôme. Donc, systématiquement, le moniteur va poser des questions et l'intuitif, il répond juste, mais il répond sur des choses qui n'ont pas été demandées. Donc, c'est un peu comme s'il y avait une espèce
de rébellion, en fait, une espèce de rebelle à l'intérieur de l'intuitif qui va percevoir des choses tout à fait justes quand même, mais pas du tout sur la question qui est posée. Donc c'est un peu comme si, voilà, dans mon exemple tout à l'heure, si la cible est la Tour Eiffel, bah, décrit comment sont les gens à cet endroit-là. Et puis l'intuitif, il répond, mais c'est très très grand, ça me dépasse, c'est quelque chose qui est très très architectural et c'est en métal. Ok, mais c'est pas la question. C'est vrai, c'est bon, mais c'est pas la question. Donc voilà, on va voir ça. Donc là, on va avoir dans cet exemple-là, c'est un intuitif qui serait un peu rebelle. Certains vont être très analytiques. Moi, personnellement, je suis un peu comme ça. Très analytique, ça c'est un peu chiant quand même parce que l'analyse, c'est pas de l'intuition. L'analyse, c'est plutôt l'ego qui est là, c'est la partie mentale, c'est la partie personnelle en fait, qui essaie de tout comprendre. Donc, on sent des choses, on obtient des infos et instantanément, on est en train de réfléchir dessus et on se demande. Et on se dit, bah, qu'est-ce que c'est? On essaie de trouver, on essaie de comprendre, on essaie de donner du sens. Donc ça, c'est un peu pénible. C'est pas forcément voilà, très très évident. Donc bon. Et alors donc effectivement, sur la question numéro 5, faut-il adapter la méthode de vision à distance à son propre fonctionnement intuitif? Ben, c'est un peu ce que j'ai fait avec la formation qui est ici donnée dans Clevao, qui emploie donc une méthode de remote viewing qu'on appelle natural remote viewing. Il y a plusieurs techniques de remote viewing. La principale et la plus connue, c'est le control remote viewing. C'est cette méthodologie qui a été développée au Stanford Research Institute dans les années 70 et qui a ensuite été employé ben, dans différents services de renseignement, donc au niveau militaire, et qui a donné ce qu'on a souvent retenu comme étant le projet Stargate. Hein, vous savez, ces histoires d'espions militaires, etc. Donc c'était cette méthode-là, c'est ce qu'on appelle la méthode militaire en fait. Et donc cette méthode militaire, elle est effectivement extrêmement cadrante, très rude, enfin très rude, c'est un peu dur de dire ça comme ça, mais elle est très cadrante. Et il y a vraiment une, comment dirais-je, une progression en phase qu'il faut respecter de manière assez scolaire. Et c'est d'ailleurs cette méthode-là qu'on enseigne au sein de l'autre organisme que vous connaissez, qui est un organisme que j'ai commenté il y a 17 ans, qui s'appelle IRIS, École de l'intuition. Et donc les formations au remote viewing qu'on donne à IRIS sont précisément du contrôle remote viewing. Mais dans Clevao, on n'a pas fait ce choix-là, puisqu'on a développé plutôt la méthode Natural Remote Viewing, qui est plus légère, qui est plus facile quelque part à enseigner et qui est plus facile, il faut bien le dire, à recevoir, notamment sur un format de formation en ligne et en vidéo, avec une progression qui est plus douce, qui est plus, voilà, qui est plus naturelle en fait. Sachant que toute cette formation, elle a été construite aussi pour aider les personnes qui veulent utiliser leur capacité intuitive dans des consultations. Donc, dans des consultations, on ne fait pas du tout du CRV. On fait pas d'ailleurs vraiment de remote viewing, puisqu'on a un consultant en face de soi, donc on n'est pas aveugle au consultant, on le voit. Il est là en face, souvent, ou on l'a au téléphone, on l'a en visio. Donc on est aveugle à certains éléments comment dire, on est aveugle à certains éléments sur lesquels il va nous interroger, mais on n'est pas aveugle du tout sur l'ensemble de la problématique, sur l'ensemble de qui il est. Donc, on ne fait pas vraiment de CRV dans les consultations. Donc, voilà, c'est ce parti pris qui a été fait. Et donc, si on a besoin d'être très cadré, si on sent par exemple qu'on part dans tous les sens et que justement, quand on fait un travail intuitif, il y a beaucoup de choses qui nous viennent et puis ça part un peu dans tous les sens, c'est un peu éparpillé, parce que ça peut vraiment faire ça. Ça peut être intéressant effectivement de mettre du cadre comme le CRV le propose, avec ces phases qui sont à respecter. C'est un peu quand même ce qu'on fait dans le Natural Remote Viewing, parce qu'il y a quand même ces phases de progression, enfin ces phases qui ne sont pas vraiment des phases, mais oui, il y a vraiment ce qu'on appelle l'exploration sensorielle et basique au départ, suivie ensuite d'une exploration plus abstraite et plus conceptuelle. On va dire, il y a vraiment comme ça une sorte de progression. Et je dirais que voilà, si on est submergé par tout un tas d'informations, plein de choses nous viennent, il y a l'idée d'essayer de se réorganiser, de prendre le contrôle de ça pour d'abord
avoir plutôt des informations basiques et sensorielles, donc ce qu'on appelle des informations reliées aux cinq sens, visuelles, auditives, kinesthésiques. Kinesthésique, c'est le toucher, olfactif, gustatif, des choses comme ça, c'est assez basique et élémentaire, avant d'arriver sur des choses qui sont plus abstraites, hein. Voilà. Si je reprends la cible, l'idée de la Tour Eiffel, bah, en fait, on va d'abord percevoir quelque chose qui est grand, qui est haut, qui est magistral, qui est vraiment, voilà, on va sentir des choses au niveau des formes géométriques, peut-être que c'est pointu, les couleurs, le fait que c'est un peu, que c'est dur, solide, et puis que c'est un peu ventilé à l'intérieur. Quand on est dans la Tour Eiffel, c'est bizarre parce que l'entrecroisement des poutres, des poutrelles qui la composent, forme des courants d'air. Et ça, c'est un truc qui peut se percevoir. Donc on va sentir tout ça avant de pouvoir dire, par exemple, que c'est un lieu touristique. Avant de pouvoir dire que c'est quelque chose qui est tout à fait devenu symbolique de toute une ville et même de toute une nation. La Tour Eiffel, en fait, aujourd'hui, ça représente Paris, ça représente la France. Mais ça, pour le percevoir, bah, ce n'est pas quelque chose qui va être perçu immédiatement en principe. C'est quelque chose qui est perçu plutôt dans un deuxième temps. Je parle toujours, bien sûr, d'un travail où on provoque, où on fait un travail actif, demandé, intuitif, hein, un travail où l'intuition, elle est sollicitée activement, consciemment. Donc voilà. Sixième question dans la partie 1, certains facteurs extérieurs comme la météo, la lumière, tout ça, est-ce que ça peut amplifier ou réduire l'intuition? Alors, je ne sais pas si, je crois qu'il y a eu quand même quelques petites études sur ça, sur des paramètres quand même qui peuvent interférer. Euh, et bon, mais j'ai plus bien les références en tête, mais en effet, il y a quand même des éléments qui sont facilitateurs. En fait, c'est assez évident quand on y pense. C'est plutôt les paramètres qui nous permettent de nous intérioriser plus facilement. C'est-à-dire que c'est plus facile, si vous voulez, si vous êtes dans une pièce fermée, dans une pièce confortable, avec pas trop de lumière, mais c'est pas grave s'il y en a un peu. Euh, voilà, c'est plus facile si vous êtes là pour faire un travail intuitif que si vous êtes en plein milieu d'une place, à l'extérieur, avec plein de gens autour de vous. Parce que ça fait du bruit, parce que c'est l'agitation autour est quand même un peu contre-productive. Donc ça peut interférer. Donc évidemment, bah voilà, on est mieux dans un endroit et dans un moment où l'intériorisation va être facilitée. Donc voilà. Après, la météo, je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a enfin, moi j'ai déjà des gens qui me l'ont dit, hein, en fait, hein, donc c'est peut-être un peu subjectif tout ça, ça va peut-être dépendre des gens. Mais en effet, ce qu'il y a de certain, c'est que la lumière, quand elle est trop forte, ça joue un peu, ça joue plutôt négativement. Après, bah voilà, la météo, Thomas, il parlait justement de la bruine, la pluie, le brouillard, ce genre de choses. Moi, j'ai pas observé spécialement là-dessus. Donc, d'ailleurs, il y avait une question aussi sur l'état de santé d'un intuitif. Si l'intuitif est malade, si ça va pas bien, est-ce que ça peut interférer? Ben, en fait, oui, ça peut interférer, bien sûr, ça peut interférer, mais pas forcément comme on l'imagine. Moi, j'ai un souvenir. Il se trouve qu'il y a une dizaine d'années, j'ai eu des sciatiques qui m'ont d'ailleurs amené à me faire opérer de hernie discale. Et à un moment donné, pendant 2 mois, j'avais une douleur insupportable dans la jambe, quasiment permanente. Et ça m'a duré 2 mois, hein, entre parenthèses. Bon, et ben, pendant ce temps-là, je faisais des sessions quand même, et c'était des sessions qui marchaient très très bien. Très très bien, parce qu'en fait, il y avait un truc où ce temps dans lequel je me concentrais finalement sur cette tâche, ces tâches de session de remote viewing, ben, finalement, quelque part, c'était une manière d'oublier la douleur, d'oublier l'inconfort. Et donc, il y avait un truc où finalement, c'était un peu comme l'expression show must go on, quoi. J'étais à fond dedans. Ça faisait une espèce de parenthèse qui me permettait presque même d'oublier la douleur. Probablement parce que quand même, quand on fait un travail comme ça, on entre dans un état modifié de conscience un peu léger. C'est pas une transe de fou, mais c'est quand même un état modifié qui quand même ben, vous dissocie un peu de vous-même. Et donc, c'est très. Bah, donc, oui, en effet, le rapport à la douleur était tout à fait amélioré quand je faisais ce travail-là. Bon, voilà, c'est une petite anecdote personnelle. Je ne sais pas si on pourrait dire ça pour tout le monde néanmoins. Donc, donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai pas vu dans le chat. Ah oui, alors il y a Caroline qui dit les phases de la Lune peuvent être en rapport
avec l'intuition. Alors, j'en sais trop rien sur la Lune. On lit un peu, on lit beaucoup de choses. Euh, euh, je serais tenté de penser que oui, mais bon, je suis pas certain. Je suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'études en tout cas sur ça. Voilà. Sur le point numéro 2, sur la dynamique, on en arrive à ça. Je sais pas, j'ai oublié des questions, Thomas, non? Qu'est-ce que Thomas, je vois un message qui me dit que j'ai oublié des questions. Alors, tu peux me dire peut-être, non? Il me dit il y a d'autres questions avant. Je ne peux pas parler trop fort. Ah, d'accord. Alors, je voulais savoir si au début, tu as eu aussi une phase désobéissante au niveau enfin, une phase d'intuition désobéissante ou anarchique et atténuée avec le temps et la pratique, ou ça a toujours été plutôt constant dans la forme. Non, non, clairement, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à pratiquer le remote viewing, donc il y a bientôt une vingtaine d'années, ça m'a vraiment permis de canaliser et d'ordonner finalement la manière dont les informations arrivent. Donc, au lieu d'arriver de manière en effet justement anarchique et un peu dans le désordre, bah, il y a quand même une espèce d'ordonnancement. Malgré tout, bon, on voit quand même que ce que je disais un petit peu quand même, c'est que en fonction de ce qu'on aime, en fonction de ce qui nous intéresse, en fonction de la cible, il y a quand même des choses sur lesquelles on va être plus ou moins sensible. Et donc, ça peut évidemment quand même, ça va quand même désobéir un petit peu. Mais euh, j'ai trouvé que au lieu d'avoir des choses qui viennent comme ça, comme une espèce de raz-de-marée d'informations, ben, c'est comme si on reprenait le contrôle en quelque sorte pour avoir finalement. Ouais, je prends souvent un peu une métaphore, un peu de la vie quotidienne, c'est quand vous ouvrez un robinet de lavabo. Si vous ouvrez très fort, bah, ça vous gicle dessus, quoi. Et en vrai, quand les gens qui sont très intuitifs, très spontanés, c'est comme si ça faisait ça. Ils ouvrent le robinet d'un seul coup, la vanne elle est ouverte, et puis il y a tout qui arrive, ça vous éclabousse partout, c'est un vrai bordel. Par contre, en fait, bah, finalement, on peut prendre conscience qu'il y a un robinet et on peut l'ouvrir ou le refermer. Donc on peut doser en quelque sorte et ça, en fait, bah, pour rebondir sur le CRV, ce qui s'appelle Control Remote Viewing, c'est à ça que ça sert. C'est prendre le contrôle pour essayer de moduler un petit peu le flow intuitif. Donc voilà. Mais c'est pas de la mécanique, hein. Là, je parle de plomberie, évidemment, la métaphore, elle est simple, mais ça marche pas. Enfin, l'intuition, c'est pas des robinets, puis on peut bien sûr imaginer un flux qui descend comme ça. D'ailleurs, en fait, ça descend pas, hein, mais métaphoriquement, on peut tout à fait imaginer que ça vient comme ça, que ça glisse en nous, et puis que ça s'exprime comme ça sort par la bouche d'une certaine manière, après être passé dans tout le corps, si je puis dire comme ça. Mais on peut comme ça finalement un petit peu jouer dessus, quoi, en fait. Donc, et d'ailleurs, je rebondis bah, sur la question 1 du point 2. L'intuition fonctionne-t-elle par grappes ou filons d'informations? D'ailleurs, j'aime bien cette expression filon d'informations parce que c'est vraiment ça. En effet, on voit en effet, bien sûr, que souvent les infos, en effet, elles vont arriver c'est plusieurs éléments d'un coup. Par exemple, si je prends à nouveau si on prend la tour Eiffel, on va pas juste percevoir que c'est grand. On va percevoir que c'est grand, que c'est pointu, que c'est arché. euh, on va percevoir que c'est métallique. Et tout ça, ça peut nous venir d'un seul coup. Ça peut nous venir d'un seul coup. Et tout l'art, parce qu'il y a un peu d'art là-dedans, en fait, d'une certaine manière, c'est d'arriver à distinguer toute la complexité, toute la richesse de ce que l'on a perçu. Donc, il y a grand, il y a haut, il y a pointu, il y a arché, il y a métallique, il y a tout ça. Il y a tout ça, mais sauf que quand ça nous arrive, pouf, ça fait ça. Et donc, en effet, donc là, c'est vraiment un travail plutôt de conscientisation. C'est conscientiser ce que l'on a perçu pour l'exprimer et pour le dire, en fait. Enfin, l'exprimer. L'exprimer, soit à l'oral, soit à l'écrit. Donc voilà. Et Question, Alexis. comment? Oui, j'ai Alors une oui. question. C'est Oui, vas-y, Catherine. Catherine, oui. Je voulais savoir si on pouvait parler d'intuition si on utilise un support avec les lames du tarot. Parce que moi, Ouais. j'ai besoin de ce support.
Mhm. pour pouvoir, ce que tu disais, avoir toutes les infos qui arrivent. Donc, il y en a pas mal qui arrivent. Mais moi, j'ai besoin pour l'instant du support. Par contre, quand je suis en consultation, j'ai de la clairsentience. Il y a beaucoup de ressentis physiques. Mhm, mhm, mhm. Voilà. Mais Ouais. est-ce qu'on peut parler d'intuition si Ah on oui. utilise un support de Oui, cœur? oui, oui, oui. L'intuition, c'est vraiment un terme chapeau, en fait, d'une certaine façon, qui regroupe en fait plein de manières de percevoir. Et donc, Percevoir. donc bien sûr, on peut avoir à des degrés divers un niveau d'intuition avec des mensives. Bah, c'est un peu les points qu'on voit un peu après, avec différents supports. Et parfois, c'est l'interprétation donc de la symbolique des cartes qui va déclencher des intuitions. Parfois, c'est juste le fait d'avoir des cartes, c'est juste l'objet. Parfois, c'est juste de les manipuler. Parfois, c'est juste l'acte de retourner la carte qui déclenche en fait l'intuition. Voilà, Donc, c'est ça. on voit c'est en fait un peu comme si c'était la mise en mouvement. Et donc, il y a plein de cas de figure, il y a plein de façons de procéder. Il n'y en a pas une meilleure qu'une autre d'ailleurs. Et, euh, et là, alors évidemment, quand on parle de session dans le remote viewing, traditionnellement, ça se fait sans support. De toute façon, tout ça, au départ, c'est quelque chose qui n'avait rien à voir avec la pratique de la consultation ou de la voyance. Euh, ça a été développé dans Voilà. des labos de recherche, hein, tout ce qui est remote viewing, etc. Donc, papier-crayon et c'est produire de l'information exactement comme si on avait voilà, des agents de recherche qui étaient intéressés par un sujet et donc voilà, ils doivent écrire quoi, en quelque sorte. Donc, et donc oui, alors donc les informations, elles peuvent arriver par grappe, et il y a toute une stratégie qui consiste à se relancer, à se poser des questions en fait, pour pouvoir ben, justement rebondir et puis un peu comme tirer le fil. C'est un peu l'idée du filon en quelque sorte. Moi j'aime bien aussi dire que d'une certaine façon, c'est comme si on avait affaire à une pelote de laine, il y a un bout de fil qui dépasse. Et le but, ben, c'est de tirer dessus, quoi, en fait. Le but, c'est de tirer dessus. Alors, dès qu'on le trouve, le bout de fil, il ne faut pas le lâcher. Mais il faut être proactif. C'est-à-dire il faut tirer dessus, faut extraire les informations qui sont là. Et ça, ben, oui, c'est pas juste attendre que ça vienne. C'est du coup se relancer et se poser des questions. Et alors, ben, du coup, les questions qu'on va se poser, c'est des questions, ben, c'est celles qui sont présentées dans toute la formation. Si on est sur la description d'un lieu, on va se dire, bah, d'accord, bah, comment sont les couleurs, comment sont les formes géométriques, comment c'est à cet endroit-là si je respire à plein poumon, comment c'est si je touche, etc. Et puis, on pourrait se dire, bah, si j'y suis pour de vrai, comment ça me fait? Les gens, tiens, il y a des gens, comment ils sont les gens? Comment sont leurs actions? Donc, on se pose des tonnes de questions, en fait. Et donc, on se rend compte que finalement, les informations intuitives, eh bien, ce ne sont que des informations qui viennent en réponse à des questions posées, finalement. Et on pourrait se dire d'ailleurs que finalement, si on ne se pose pas de questions, ben, pas grand-chose va venir. Donc, poser des questions, ben, finalement, c'est l'intention en fait derrière, hein, c'est l'intention, on a l'intention de savoir des choses sur tel aspect, et donc on va poser la question. Donc, et c'est ça en fait quand on dit diriger son intuition, c'est vraiment un peu comme quand vous imaginez par exemple vous faites une promenade avec une personne aveugle, bah, vous la prenez par la main, puis vous lui dites bah tiens on va aller par là parce que là c'est intéressant, puis vous lui décrivez comment c'est. Puis vous lui dites, bah, tiens, touche à cet endroit-là, c'est joli, c'est pas mal. Tiens, bah, là maintenant, je vais t'emmener dans un autre endroit de ce lieu. Et puis, je vais t'expliquer comment c'est. Et c'est exactement ça, en fait, d'une certaine façon. Il y a vraiment une comparaison assez intéressante là-dessus. Donc, et alors ensuite, ben tiens, il y a une question importante. Pourquoi certaines informations capitales échappent-elles alors que d'autres mineures sont perçues? Là, j'ai une petite anecdote. C'est une session, d'ailleurs, c'était une démo qu'on faisait dans un stage à Paris. Et alors, la cible qui avait été choisie par les stagiaires, c'était le Duomo à Florence, dans la ville de Florence. Bon, une cathédrale, une basilique, très bien. Je commence à faire la session. Et puis, ben, évidemment, alors, ben, bien sûr, je décris un grand bâtiment blanc, etc. Pas mal de perceptions qui sont plutôt OK, qui sont plutôt justes. Puis, à un moment donné, me voilà parti dans la hauteur de cet endroit. Je dis que c'est haut, puis que en haut, il y a quelque chose qui est vraiment très important. Et puis, je commence à raconter des tas de choses à caractère technique. Un caractère technique,
Donc, et à ce moment-là, moi, j'ai un peu l'impression de me perdre. Je raconte en fait toute la sophistication de l'endroit, toute la prouesse architecturale que ça représente de faire ça, en fait. Et je décris en fait tout un truc technique. Je donne pas mal de détails même sur ça. Puis à la fin, bah, tout le monde me dit, bah, ok, c'est bien, mais en fait, c'est une église. Et jamais t'as dit que c'était religieux, spirituel, sacré, tout ce à quoi on peut s'attendre, en fait, puisqu'il s'agit d'une église. C'est même une cathédrale, c'est le Duomo à Florence, pas rien. Donc c'est un peu, voilà, comme une cathédrale. Et tous ces aspects, ben, tout à fait typiques de la religiosité, tout ça est passé complètement à la trappe. Par contre, j'ai décrit quelque chose qui est assez juste, c'est j'ai décrit toute la prouesse architecturale, tout l'aspect technique de la construction. Ben, si vous le, enfin, historiquement, le Duomo à Florence, il possède une coupole qui a été pendant longtemps inexistante parce qu'on ne savait pas la construire. Et il a fallu, je ne sais plus comment il s'appelle l'architecte, je crois au XVIIe siècle, au XVIe siècle peut-être, une prouesse architecturale, donc effectivement, pour inventer un processus qui a été une véritable innovation technique à l'époque, donc pour construire en fait ce dôme très caractéristique de cette cathédrale. Et alors on aurait dit que finalement j'étais perdu là-dedans, quoi. Enfin perdu. J'étais absorbé par cet aspect des choses, par cet aspect de la cible. Donc là, effectivement, tout l'aspect religieux a disparu, comme si ça venait pas. Alors, l'explication, c'est que à ce moment-là, dans cette période, je faisais beaucoup de démos et je tombais souvent sur des édifices religieux. Les gens avaient l'air de quand même de toujours se mettre d'accord, ils choisissaient des églises, des chapelles, des machins comme ça. Et j'étais parti avec cet a priori que pour cette fois-là, ça n'en serait pas une. Donc c'est un peu comme si je m'étais filtré moi-même. euh, je suis parti sur quelque chose qui quelque part est un peu plus mineur. Bon, alors voilà, c'est un exemple qui va pas forcément tout expliquer à chaque fois, mais euh, il y a, il y a comment dirais-je, une expression anglaise qui a été utilisée par les praticiens du remote viewing aux États-Unis qui disent le door, c'est du door knobbing. No, comment on appelle ça? Vous savez, c'est le bouton de la porte. Vous imaginez une belle maison, une très très belle maison avec une porte et puis une très très belle poignée, voilà, une très très belle poignée en laiton. Et c'est un peu comme si finalement vous vous approchez de la maison, vous vous approchez de la porte, vous vous approchez de la poignée, puis vous arrêtez pas de décrire la poignée parce que vous la trouvez très belle. Donc, et vous oubliez de décrire la porte et la maison. Vous oubliez même de rentrer dans la maison tellement la poignée elle est belle. Voilà, c'est du door knobbing, exactement. Ouais. Donc, et donc on reste bloqué dessus. Il y a un truc comme ça. Donc ça peut arriver. Et c'est plus difficile, évidemment. Bah, ça peut nous perdre quelque part, ou ça peut nous empêcher de faire une session correcte qui va aller jusqu'à la description complète finalement de la cible, quoi. Et donc, bien sûr, ça peut arriver de faire des sessions qui sont complètement ratées à cause de ce genre de processus, enfin voilà, à cause de ça. Il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Enfin, moi, je dis souvent que voilà, c'est une capacité, ça devient une compétence à l'usage, mais ça reste quelque chose de profondément humain. Et donc, forcément, bah, on peut parfois passer complètement à côté, de la même façon que bah, vous avez des fois des footballeurs, on a beau les élire ballon d'or ou meilleur buteur, c'est peut-être la même chose d'ailleurs, bah, ça peut leur arriver de ne pas mettre des buts de temps en temps. Donc, euh, donc oui, oui, en fait, on est parfois complètement bloqué en fait par ces choses-là en fait, hein. Donc, et ça, il y a, voilà, ouais.
Moi, je dirais d'ailleurs, statistiquement, à un moment donné, je tenais des statistiques quand je faisais des entraînements, j'en fais beaucoup moins maintenant, mais à un moment donné, j'avais des entraînements quand même qui étaient assez réguliers. Et ben, je dirais que j'avais à peu près 30% des sessions de remote viewing que je faisais qui étaient complètement à côté. C'était pas ça. J'étais ailleurs, où j'étais parti, j'avais mal géré mes constructions analytiques et j'étais bloqué dessus, où ça décrivait autre chose. Donc voilà, donc ça fait deux tiers où ça se passe bien. Et dans les deux tiers, vous avez la moitié qui sont excellentes, vraiment très bonnes, et puis l'autre moitié ben, qui est bien, mais bon, voilà, il y a des passages un peu flous, un peu confus. Donc voilà, donc finalement, ça fait un tiers de très bon, un tiers de correct, et puis un tiers de complètement raté. Donc ça fait un peu ça. Et statistiquement, voilà, c'était des stats. Moi, j'en avais discuté avec mes formateurs qui sont Lynn Buchanan et puis Paul Smith. Enfin, c'était Paul Smith qui m'avait sorti en fait un peu ce pourcentage-là, quoi, grosso modo. D'ailleurs, dans les recherches menées souvent en parapsychologie sur quand il y a des statistiques qui sont faites, notamment par exemple sur les recherches, enfin, comment dirais-je, l'utilisation de l'intuition sur des choix forcés, on tourne souvent autour de 33%. Il y a un truc comme ça, où le succès est autour de 33% au lieu de 25% par exemple. Voilà, ça c'est des statistiques qu'on voit sortir de temps en temps. Euh, Caroline qui dit le problème peut être aussi le manque de motivation pendant ce type d'entraînement car il n'y a pas vraiment d'objectif humain. Ah bah oui, là, c'est sûr que les sessions de remote viewing, c'est du pur entraînement, quoi. Ça n'a pas vraiment, enfin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt en fait, à part s'entraîner, se tester, c'est sûr, c'est sûr. Petite pause dans cette session pour vous parler un instant de Clevao Formation. Clevao, c'est la structure que j'ai créée il y a maintenant une dizaine d'années pour transmettre et structurer tout mon travail de formation autour de l'intuition, la voyance, la pratique des arts divinatoires, la pratique en consultation professionnelle. Et donc dans cet organisme, vous y trouverez tous les programmes complets, accessibles à tous, que vous soyez curieux, débutant ou même déjà praticien confirmé. Voilà, parmi les packs les plus suivis, on a des packs de formation sur le développement des capacités de voyance, dont cette visioconférence est issue, la formation tarot, évidemment, pour comprendre en profondeur le langage symbolique quand même de ce qui est le père de tous les oracles, la formation oracle Béline, bien sûr, qui est un grand classique, le premier oracle le plus connu en francophonie, et puis aussi vous avez des parcours qu'on propose sur des oracles un petit peu plus différents, la géomancie, les runes, le I Ching, et le grand, le petit, le normand, voilà. Toutes ces formations sont pensées pour vous aider à pratiquer de façon claire, structurée, mais toujours inspirée, en accord avec votre intuition et une certaine éthique de la consultation, parce qu'on peut bien sûr être à la fois intuitif, vouloir aider son prochain, mais être en même temps rigoureux dans la pratique spirituelle et ancrée. Si vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez les liens directs vers les formations Clevao juste en dessous de cette vidéo, dans la description. Prenez le temps d'y jeter un œil et peut-être qu'une formation résonnera particulièrement avec vous et votre parcours en fonction de ce que vous avez envie de faire. Voilà, et puis pensez à vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, et on reprend tout de suite avec la suite de cette visioconférence. Alors après, on est sur le point numéro 3. Travailler sur les cibles. Alors les cibles, effectivement, dans la formation, je propose des lieux, des objets, des personnes aussi. Mais est-ce que ça peut être des choses totalement différentes, comme des mots, des prénoms, des chiffres, des animaux? Alors, ça marche très bien sur des animaux, hein, sur des véhicules, enfin n'importe quoi comme objet, ça peut très très bien fonctionner. Et même sur des choses très abstraites, si on imagine un prénom, c'est abstrait. Donc, faire une session de remote viewing, par exemple, sur le prénom, je sais pas, vous prenez le prénom Alexis, tiens, par exemple, en fait, ce qui va sortir, c'est plutôt, comme c'est très abstrait, ça va être très difficile d'arriver à avoir une exploration sensorielle. Enfin, on va avoir des choses peut-être, mais ce sera très difficile de vérifier. Mais ce qu'on devrait avoir, c'est quelque chose qui tourne autour de la symbolique du prénom, de son histoire, de ce que ça raconte. Vous avez, par exemple, je ne sais pas, je devrais prendre un autre exemple, mais un prénom qui est le même prénom qu'une plante, qu'une fleur, tiens, par exemple. C'est très possible que l'intuition soit dirigée sur ça. Alors, on va pas du tout comprendre qu'on est en train de parler d'un prénom, mais on va par contre percevoir des images, des idées, on va voir tout un tas de choses
autour de la signification finalement, quelque part, du prénom. Donc ça pourrait être très intéressant si on voulait faire un travail intuitif sur la signification de prénoms. Donc, ou peut-être même d'ailleurs que pour trouver un prénom, si par exemple on attend un enfant, on ne sait pas quel prénom lui donner, bah, peut-être qu'on pourrait d'abord on pourrait intuiter sur le prénom, donc on ne va pas trouver le prénom, en fait, on va détecter et décrire la signification du prénom, et de cette signification, on va en déduire de quel prénom il s'agit. On peut très bien décrire un territoire, on peut peut-être décrire une région, on peut décrire des objets ou des personnes ou des situations, des événements qui se rapportent à la symbolique du prénom. Et grâce à ça, en remontant le fil, eh ben, on pourrait, je ne sais pas moi, effectivement, trouver le prénom dont il s'agit. Est-ce que Donc, tu as déjà tenté cette expérience avec un prénom, avec tes stagiaires? pas vraiment. J'ai pas souvenir en fait de ça. C'est possible. J'ai fait beaucoup de choses, mais je me souviens plus. Je me souviens plus. Par contre, tu m'avais posé cette question si ça m'était déjà arrivé d'avoir des copains qui mettent mon propre prénom, enfin ma propre personne, bah, en fait, dans une enveloppe et que je fasse un travail intuitif sur moi-même sans le savoir. Et la réponse est oui, j'ai déjà fait ça. Voilà. Mais j'ai pas trouvé que c'était moi. Donc, mais en fait, c'est drôle, on peut jouer à ce jeu, vous savez, quand on fait avec les amis le jeu des post-it, je sais pas si vous jouez à ça des fois, vous vous retrouvez avec un post-it collé sur le front, vous voyez pas de qui il s'agit, mais c'est quelqu'un qui peut être vrai ou fictif. Bah, essayez de faire un travail intuitif, en fait, sur la personne dont... et moi, j'essaie de faire ça à chaque fois, et je trouve pas toujours, hein, mais c'est quand même, ça peut donner un petit avantage dans ce genre de jeu. Euh, alors, comment aborder une cible vide ou peu lumineuse? Bah, en fait, c'est très compliqué parce que si une cible est vide, en fait, le truc, c'est que quand on fait un travail intuitif comme ça, on ne sait pas que la cible, elle est vide. Donc, puisqu'on ne connaît pas la cible par définition. Donc, ce qui va se passer, c'est que en général, bah, c'est très creux, c'est très pauvre. Ça peut même arriver et donner l'impression qu'on n'a rien qui arrive, rien qui est perçu. Et, souvent, ce qui va se passer, ça peut être un peu problématique, c'est que l'intuitif, en faisant ce travail-là, va avoir l'impression que ça vient de lui. Va avoir l'impression que c'est lui qui sent pas bien, c'est lui qui trouve pas ce qu'il a à trouver ou ce genre de choses. Or, non, c'est qu'il n'y a rien sur la cible, effectivement. Et la réponse, c'est qu'il n'y a rien. Ben ouais, mais des fois, c'est compliqué. Alors, comme la nature a horreur du vide, ben, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'intuitif, il va sans s'en rendre compte, à inventer des trucs. Et ça peut être une vraie source d'erreur, parce que voilà, effectivement, la cible est en plein océan, admettons, et puis bah, il n'y a rien, à part des vagues, ben, tu sens rien, quoi. Et ça, entre parenthèses, ça peut arriver, alors bon, c'est un peu, je fais un raccourci, mais pour les personnes qui font des consultations, ben, ça arrive d'avoir des consultants où ça fait exactement ça, où c'est vide. Et en fait, c'est un peu dur de dire comme ça, mais vous avez des consultants qui sont vides ou qui sont peu lumineux, peu énergétiques, des gens qui sont pas en mouvement. Les gens qui font rien dans leur vie ou qui sont intéressés par rien, bah en fait, faire un travail de voyance sur eux, c'est très compliqué parce qu'en fait, il n'y a rien à voir. C'est aussi simple que ça. Donc, ben ouais, voilà. Euh, Alors peut-être, tiens Thomas, tu peux peut-être me compléter cette question. Peut-on intégrer la matière ou un être vivant ou décédé pour percevoir son état ou sa localisation? Qu'est-ce que tu voulais me dire là exactement? Ben, j'avais lu qu'une de tes stagiaires avait réussi à intégrer une montagne. Ah Donc, oui, oui. et donc, est-ce qu'on peut faire la même chose avec d'autres types de matières, dont Ouais, une personne décédée, par exemple, ouais, des ouais. ossements ou... Oui, oui, oui. Alors voilà, ok, c'est peut-être le mot intégré qui est peut-être un peu, effectivement. Donc quand on fait un travail intuitif, on peut, comme on l'a dit tout à l'heure, diriger son intuition pour se dire, bah ok, la cible est un lieu, bah tiens, qu'est-ce que ça fait si je me mets à l'intérieur? Bon, ben, alors si la cible, mettons, c'est un beau bâtiment avec des pièces, des couloirs, des escaliers, si vous vous mettez à l'intérieur, bah ok, vous êtes à l'intérieur du bâtiment. Bon, mais si la cible, c'est une montagne, et puis qu'il n'y a rien où typiquement on peut se mettre à l'intérieur, bah en fait, vous allez faire l'expérience de ce que ça fait qu'être à l'intérieur d'une montagne. C'est assez curieux. C'est ce que je raconte effectivement dans la formation. Et alors, bien sûr, on peut le faire. Si la cible est une personne, pouvez-vous dire, bah, je me mets dans la personne.
faites-y attention quand même parce que moi je trouve que c'est quand même pas anodin tous ces trucs-là. Et parce que vous captez quand même la subjectivité de la personne, ça peut, je vais pas dire que ça, c'est comme si vous enfiliez un vêtement un peu d'une certaine manière, vous voyez? Donc il y a des gens qui sont salissants et il y en a d'autres qui le sont moins. Si la cible c'est, je sais pas moi, un grand sein, qui a déployé beaucoup d'amour sur la planète, etc., ben, peut-être que ça va bien se passer et vous ferez une très belle expérience intuitive en vous disant, OK, je me mets à l'intérieur de cette personne, comment ça fait? Et vous allez choper plein de trucs. Mais si la cible c'est, je ne sais pas moi, Francis Holm, qui a tué des enfants et qui est en prison, franchement, vous n'allez peut-être pas faire une super expérience. Donc moi, je déconseille de faire ça si vous ne savez pas qui est la cible, hein. Et moi, à la limite, c'était plus pour l'état de santé de la personne. Si on Oh, peut, si on sent qu'elle est malade, si on sent qu'elle est en vivante, d'essayer. ouais, tu peux, mais je ne sais pas si c'est judicieux de se mettre à l'intérieur d'elle, de se dire, ok, je suis à l'intérieur d'elle, ça fait comment? Moi, je te conseillerais plutôt parce que c'est pas anodin, on sait pas tout ce qui se passe quand même, tu vois, c'est ta conscience comme si elle allait dans son corps, quoi, en quelque sorte. Il y a un truc un peu, donc non, moi je te conseillerais de rester à l'extérieur. Et les infos, dans le principe, tu vas les avoir pareil, quoi. Toutes les personnes qui font des soins énergétiques ou qui font des soins vraiment sur le corps et qui ont à un moment donné, qui cherchent à percevoir intuitivement l'état de santé, en fait. D'ailleurs, faites-y attention parce que c'est du diagnostic médical et c'est interdit par la loi, hein, quand même, hein. Mais bon, ok, en admettant que vous fassiez ça, ben, c'est plus approprié de rester extérieur. Et, en fait, je connais personne qui se dit, tiens, je vais me mettre dans le corps de la personne pour sentir comment ça fait. En fait, on peut avoir autant d'informations en étant à l'extérieur Bah que. oui, oui, Ok. oui, oui, oui. Après, rien t'empêche d'essayer, mais peut-être que ça va faire un truc un peu bizarre. Donc, donc hum, hum, hum. Après, tu me demandais, ah oui, bah, c'était des questions qui étaient récurrentes. Si j'avais déjà travaillé sur des affaires médiatisées ou des disparitions, bah oui, je crois que j'en parle à un moment donné. Enfin, pas de tout, mais de certaines qui sont emblématiques, parce que j'avais travaillé sur un moment donné bah, sur la disparition, vous savez, du vol AF 471 ou 411, là, je sais même plus. Donc, bon, voilà, c'était à la demande de certaines personnes. Et puis, voilà, différentes choses. Donc voilà, c'est pas commun, c'est pas courant, mais ça arrive de temps en temps. Il faut quand même le faire. Euh, je trouve qu'il faut faire très attention quand même dans ces choses-là, surtout si vous avez affaire avec les principaux concernés, quoi. Donc, parce que si vous avez, mettons, les parents d'une enfant disparue qui viennent vous trouver, c'est hyper, hyper compliqué à gérer émotionnellement, hein. Donc, c'est très très compliqué sur un plan psychologique, émotionnel. Donc moi, si vous voulez faire des choses comme ça, faites-y quand même très attention. Et comment dirais-je, il faut, enfin, moi je recommande plutôt de faire ça à condition que vous ayez des intermédiaires qui vous sollicitent. Donc, des intermédiaires, c'est des enquêteurs, c'est des gens, des personnes du droit. Voilà, ça peut être une association de recherche de personnes disparues ou voilà des gens qui sont finalement quelque part pas directement émotionnellement impactés parce qu'en fait, toute la charge émotionnelle des gens qui vont demander, bah en fait, c'est quelque chose qui va complètement polluer et parasiter tout le travail intuitif. Et puis ça va générer des biais, parce que le voyant qui va travailler sur ça, il va vouloir trouver quelque chose de réconfortant pour les parents, pour les parents. Donc ce simple biais peut empêcher finalement de détecter ce qu'il faut détecter ou de percevoir ce qu'il y a à percevoir, parce que quelque part, il y a une espèce d'autocensure, parce qu'il faut surtout on va pas donner de mauvaises nouvelles aux parents, quoi. On veut trouver quelque chose. Donc je trouve qu'il faut faire très très attention. Et d'une manière globale, il faut savoir que en France, puis partout en Europe, en fait, dans tous les pays du monde, dès qu'il y a des affaires un peu médiatisées de disparition, des choses comme ça, les enquêteurs sont assaillis, en fait, de voyants, de radiesthésistes, de tout un tas de gens qui s'autosaisissent de l'affaire parce qu'ils en entendent parler à la télévision. Et,
Et puis, ben, en fait, voilà, vont écrire, envoyer des infos, etc. Il faut savoir que là-dedans, il y a quand même beaucoup de déchets, en fait. Enfin, il y a beaucoup d'informations qui sont totalement inexploitables. Et c'est con parce que dans le lot, il y a parfois des choses qui sont très justes. La maman d'Alexia Daval, elle raconte dans sa, enfin, pas dans sa biographie, mais dans cette histoire, que quand même, elle a reçu un drôle d'appel quelques minutes avant qu'on trouve le corps de sa fille qui avait été assassinée par son mari. Et elle raconte que c'est un médium qui voulait parler à un enquêteur, puis qui a voulu parler ensuite à madame, enfin à la maman d'Alexia, et qui lui dit, bah voilà, votre fille, malheureusement, on va la retrouver dans un endroit comme ça, comme ça, et comme ça. Ce type décrit l'endroit tel qu'il est, et ça se produit physiquement 15 minutes après. Il y a un truc comme ça, c'est quelques minutes après. C'est assez étonnant. Donc, euh, donc oui, oui, parce que donc, l'intuition, la voyance peut tout à fait très bien fonctionner sur ces sujets-là, mais, euh, mais il faut un cadre spécifique pour que ça puisse être fait. Donc, euh, donc, le cadre, c'est souvent en fait des enquêteurs ou des gens qui vont solliciter les voyants en fait pour le faire. Je branche mon ordinateur. Ok. Alors oui, est-ce que l'intuition peut-elle élargir spontanément le champ d'une cible? Exemple, si la cible, c'est un objet, admettons que ce soit une montre. Et donc, est-ce que c'est possible à un moment donné de décrire, euh, entre guillemets, toutes les montres plutôt que celle-ci en particulier? En fait, bah, la réponse est oui, parce que en vrai, ce qui va se passer, c'est que vous allez décrire l'objet. Alors, vous allez décrire l'objet physiquement, puis à un moment donné, vous allez décrire ce que fait l'objet. Vous allez décrire à quoi ça sert, ou décrire et si on pousse le truc un peu plus loin, on peut même finir par décrire et raconter l'histoire de comment on mesure le temps, comment les gens sont venus à fabriquer des montres, comment les gens se sont dit, ben tiens, il faut qu'on puisse lire l'heure, etc. Et remonter jusqu'au cadran solaire de l'Antiquité, quoi, en fait. Hein, bah, en fait, si on pousse le processus intuitif très loin, bah oui, on peut se retrouver à parler de quelque chose qui dépasse complètement, bien sûr, l'objet cible avec lequel on se trouve. Donc, Après, sur ta question, comment distinguer le détail accessoire de l'élément central d'une cible, c'est très compliqué à faire. Encore une fois, quand on est intuitif euh, et qu'on ne connaît pas la cible sur laquelle on travaille, bah, c'est difficile de savoir si ce qu'on est en train de dire est particulièrement important par rapport à autre chose. Alors on peut quand même arriver à le sentir. On peut arriver à sentir quand même la qualité, en quelque sorte, ou le degré d'importance de ce qu'on raconte. Si la cible, c'est la tour Eiffel, encore une fois, ben, c'est vrai que comme elle est grande, elle est haute, elle domine, voilà des informations géométriques et physiques qui normalement doivent être perçues par n'importe quel intuitif. Et on peut sentir que oui, c'est important. On peut sentir que ça, c'est vraiment fondamental. On peut sentir que c'est quelque chose qui est vu de loin et que tout le monde le voit et que tout le monde y pense. Et on va sentir que ça, c'est une vraie propriété, que c'est quelque chose de fondamental. Euh, Par contre, savoir, par exemple, qu'il y a un ascenseur qui monte et qui descend, c'est complètement accessoire. C'est complètement accessoire, mais ça peut être perçu. Mais ce serait quand même étonnant que l'intuitif commence par parler de ça. Euh, En principe, voilà, ça devrait arriver. Ben, je dis en principe, hein, parce que c'est toujours pareil. Finalement, quand on fait un travail intuitif, c'est ce que j'aime bien dire aussi, c'est un peu une rencontre. C'est une rencontre entre l'intuitif et la cible sur laquelle on travaille. Donc, et c'est un peu comme quand vous visitez, par exemple, un monument important, quand vous visitez, que vous faites du tourisme en vacances, que vous visitez un monument important, ben, vous allez arriver par une route, mais admettons qu'il y a plusieurs routes pour arriver à ce monument-là. En fonction de la route par laquelle vous arrivez, ben, vous n'allez pas forcément voir le monument sous la même forme ou avec le même angle. Et puis même ensuite, une fois que vous allez visiter ce monument-là, bah, peut-être que vous pouvez très bien rentrer par la porte principale, mais peut-être que vous pouvez rentrer par la porte de derrière, ou même une porte latérale, en fait. Puis peut-être même que vous pouvez rentrer par la fenêtre.
et ben votre intuition, et surtout si elle est un peu rebelle en fait, ben votre intuition c'est un peu la même chose, c'est une rencontre avec la cible, et on ne sait jamais tout à fait par quelle porte elle va rentrer. C'est comme une pelote de laine, il y a plusieurs brins, il y a plusieurs bouts qui dépassent. C'est la même pelote, mais en vrai il y a plusieurs bouts. Ben, on ne sait pas en fait par lequel vous allez tirer, on ne sait pas par quoi vous allez commencer. Et c'est effectivement pas forcément le truc principal qui va sortir. Donc, dans mon exemple, quand je dis, ah bah oui, normalement, on doit voir la tour Eiffel, enfin, on doit percevoir que c'est grand, que c'est magistral, que c'est haut, que c'est ci, que c'est ça. Bah oui, en théorie. Mais des fois, c'est pas ça. Des fois, on va se dire, oh là là, c'est un truc métallique qui sert à rien. C'est un truc, voilà. C'est bon. Donc, c'est d'autres aspects qui peuvent apparaître. Euh, on en arrive au point 4, qui parle de datation, d'orientation, de mesure. Donc, alors ça, c'est des choses qu'on peut faire aussi, qui sont très utiles, bah, même en consultation, en fait, hein. Alors, surtout, souvent en consultation, vous allez avoir des consultants qui vont vous demander dans combien de temps, quand ça va se passer, etc. Alors, la perception du temps, c'est toujours un peu laborieux. C'est très compliqué de percevoir des dates précises. On peut néanmoins arriver à donner des fourchettes, un peu des espèces d'intervalles, des choses comme ça. Euh, si la cible est un événement historique, ça peut vraiment arriver, enfin ça peut être datable. C'est-à-dire un événement, si on sait que la cible est un événement qui s'est passé dans le passé, euh, on peut arriver à trouver le siècle, par exemple. On peut arriver à trouver le siècle, une période, une localisation géographique. Tout ça, ça peut se faire quand même. Tout ça, ça peut se faire. Donc, mais c'est un peu plus compliqué, c'est vrai, pour parler du futur plutôt que du passé. Parce que le passé, c'est facile parce que le passé, il est figé, il bouge plus. Donc voilà. Et le futur, ben, en fait, effectivement, on est face à une forme d'improbabilité. Il y a une indétermination quand même. Et donc là, voilà, quand on parle d'un événement futur, si on est certain, si on est certain qu'il va arriver, en principe, en effet, c'est vrai, ça doit être un peu plus facile d'en trouver la date. Euh, donc voilà, par exemple, un événement futur qui va se produire, c'est qu'un jour, on ne sait pas tout à fait quand, mais un jour, il y a des humains qui vont aller remarcher sur la Lune. Parce qu'il y a une volonté américaine de refaire voler renvoyer des astronautes, puis même les Chinois veulent le faire aussi. Donc, à un moment donné, ça va arriver. Mais on ne sait pas quand. Est-ce que c'est dans 3 ans? Est-ce que c'est dans 5 ans? Est-ce que c'est dans 10 ans? Est-ce que ça va prendre encore 50 ans? Bon, voilà. Alors, on peut s'amuser sur une ligne de temps. Bah, d'ailleurs, vous pouvez le faire hein, si vous voulez, parce que moi, ça m'intéresse d'avoir la date, parce que j'aimerais bien savoir si je serai encore vivant pour pouvoir assister en direct. Je suis très frustré de ne pas avoir vu en 1969, j'étais pas né. Donc, mais j'aimerais bien voir un truc pareil un jour. Donc voilà, cherchez voir sur une flèche de temps, puis vous avez qu'à dire dans les commentaires l'année en fait à laquelle vous voyez ça. Et donc, il y a une technique, en fait, c'est vous tracez une flèche et vous mettez des intervalles. C'est vraiment comme une frise chronologique. Vous savez, vous mettez 2025, parce qu'on est en 2025, puis vous mettez, je sais pas, tous les centimètres, bah, vous mettez un intervalle. Soit vous mettez une année, soit vous mettez 2 ans, soit vous mettez 10 ans, et vous cherchez sur votre flèche. Euh, alors ça, c'est de la pure, c'est ce qu'on appelle l'intuition dans le corps. C'est kinesthésique. Si ça vous parle pas, vous pouvez imaginer ça dans votre tête. Vous pouvez imaginer ça dans votre tête. Ou alors vous pouvez le faire aussi de manière audio. C'est-à-dire, en fait, vous dites, alors, est-ce que c'est entre 2025 et 2026? Oui ou non? 26, 27, 27, 28, 28, 29. Puis ouais, vous les énumérez, vous les scandez jusqu'à ce que vous sentiez en vous ben, quelque chose. Jusqu'à ce que vous sentiez en vous quelque chose d'autre. Enfin, quelque chose qui vous dit que c'est la réponse, quoi, en fait. Il faut avoir une espèce de sensation que vous allez pouvoir décoder comme un oui ou comme un non. C'est une convention, ça, par contre. Alors, oui, Thomas? Alors, est-ce que si un événement qui n'est pas encore arrivé et dont on ne sait rien du tout, en sachant à l'avance que ce sera un événement très lumineux, est-ce que déjà, même si c'est dans le futur, ça peut permettre de capter encore plus d'infos, par exemple un futur attentat ou... Oui, 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 on peut, oui, oui. Bah, bien sûr, c'est plus facile de percevoir des événements dans le futur qui sont très impactants, qui sont lumineux, donc qui résonnent. Donc, en effet, bien sûr, bien sûr. Donc, plutôt que des choses qui sont d'une grande banalité, quoi, en fait.
Et donc, voilà, donc c'est sûr, des attentats, des choses comme ça, oui, oui, ça peut se percevoir. C'est d'ailleurs pour ça, et ça explique en partie pourquoi, voilà, dans l'histoire de l'humanité, les grands devins, les grandes pythonisses d'autrefois, les voyants même d'aujourd'hui qui s'aventurent sur le terrain des prédictions futures, bah, on perçoit bien plus facilement les catastrophes que, bah, on perçoit bien plus les problèmes et les difficultés que ce qui va bien. En fait, c'est ben, c'est toujours la même chose. Enfin, quand tout va bien, on voit rien, si je puis dire. C'est la nature humaine qui est comme ça. Sur l'autoroute, il y a des bouchons parce qu'il y a un accident et que tout le monde regarde. Donc, euh, donc il y a un truc qui attire l'œil. Ce qui attire l'intuition, c'est les choses qui sont impactantes, qui font du bruit, qui sont lumineuses, qui sont énergétiques, qui sont dans le désordre. euh, et qui sont émotionnellement très impactantes. Alors, c'est pas forcément toujours des événements négatifs. Parce que, par exemple, bon, un grand mariage, imaginez par exemple un grand mariage royal, princier, tout ce que vous voulez, ben, ça peut être très lumineux. Ça peut être quelque chose qui est émotionnellement a une résonance très importante au niveau du monde. Et ça peut être perçu largement à l'avance. Et c'est pour ça qu'en fait, souvent dans l'histoire des voyants ou des grandes voyances comment dirais-je, de prédiction politique, enfin pas politique, mais de prédiction mondiale, ben, en fait, ça tourne toujours autour de ça. Les catastrophes, les émeutes, les manifestations, les révolutions, les attentats, les mariages, les morts, les naissances. En fait, parce que c'est les événements qui tiltent le plus, en fait. Donc, 2028-2029, nous dit Caroline. Je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui sont d'accord avec elle. Et est-ce que les événements négatifs sont plus lumineux que les événements positifs? Comme Non, ça sera plus, non? c'est pas que c'est plus lumineux. La luminosité, elle est ni positive ni négative. Euh, elle est ce qu'elle est en fait. C'est quelque chose qui est objectif. Et ce sont les humains en fait qui, par leur jugement et par leurs opinions, mettent des cases, si je puis dire. D'ailleurs, quelque chose qui est négatif pour quelqu'un peut être très positif pour un autre. Par exemple, je vais prendre un exemple tout à fait extrême, mais pour Oussama Ben Laden, les attentats du World Trade Center, c'était une très bonne nouvelle. C'est quelque chose qui était extrêmement gai et joyeux pour lui. Donc, bon, ben voilà, c'est un peu extrême comme Parle en exemple. termes de lumineux négativement ou positivement, mais en fonction du plus grand nombre de personnes qui va trouver ça. Ouais, ouais, après. C'est toujours pareil, c'est toujours la luminosité, c'est comme si c'était un peu un score d'émotions, quoi. Un score d'émotions. Plus il y a des gens qui sont émotionnellement impactés par l'événement en question, plus il va être lumineux. Et donc, et donc, si cet événement-là a lieu dans le futur, il devrait être facile à détecter. Il devrait être plus facile à voir que n'importe quel autre. Mais les émotions ne sont pas forcément des émotions négatives. Alors c'est vrai que d'un point de vue neuropsycho, on a quatre émotions fondamentales. Il y a trois émotions dites négatives et une émotion positive. L'émotion positive, c'est la joie. Et les trois émotions négatives, c'est la peur, la colère et la tristesse. Donc, peut-être que statistiquement, effectivement, on va être plus sensible, nous les humains, à des événements négatifs plutôt qu'à des événements positifs. Et ce serait assez cohérent aussi parce que c'est probablement aussi lié à tous les réflexes de survie. Parce que pour survivre, ben, en fait, pour rester en vie, ben, il faut être attentif aux dangers, il faut être attentif à ce qui est menaçant, en fait. Et donc, ben, tous ces réflexes-là font que notre intuition, qui est probablement aussi l'héritage de toute une évolution, de toute l'évolution humaine, ben, en fait, fait qu'on va plus facilement être sensible, intuitivement parlant, à des choses qui nous menacent plutôt qu'à des choses qui nous font du bien. Mais on peut quand même détecter les choses qui nous font du bien. Par exemple, on peut détecter à l'avance une rencontre amoureuse. Une rencontre amoureuse, ça nous fait du bien en principe. Donc, quelqu'un, par exemple, qui est inscrit sur une application de rencontre et qui, mettons, tous les jours, fait une rencontre différente,
C'est un peu caricatural comme je le dis, mais c'est quelqu'un qui pourrait quand même à un moment donné se dire, ah mais tiens, à la période vers le 20 novembre, là il y a une rencontre qui est plus importante que toutes les autres, et donc c'est certainement parce que d'un point de vue émotionnel, il se passe quelque chose dans sa vie qui est plus fort, et donc elle le sent, et elle sent que c'est à cette date. Voilà. Donc, euh, alors, je parlais tout à l'heure de durée, de trouver des dates, ça marche très bien aussi avec les prix. Si par exemple vous devez travailler, alors ça marche bien pour les consultations, franchement, quand vous faites des consultations puis que vous avez des personnes qui vous demandent, ah là là, mais je dois vendre ma maison, je ne sais pas quel prix il faut que je mette. Bon, évidemment, on peut demander à un agent immobilier, mais c'est quand même déjà la première chose à faire, sans doute. Mais enfin, on peut aussi, moi je m'amuse des fois, à essayer de sortir des montants. Et je trouve que bah, je suis pas trop mauvais là-dedans, moi. C'est un peu mes trucs, moi. Enfin, c'est pas l'argent, mais les chiffres, les nombres, je suis bien meilleur pour trouver des âges, pour trouver des montants, pour trouver des dates, plutôt que pour trouver des prénoms, par exemple. C'est pas du tout mon truc, ça, dans les consultations. Et donc, d'arriver à dire, bah tiens, la maison, elle a été construite en 1960 et elle doit valoir 350 000 euros. Bah, des fois, c'est vraiment à quelques années près et puis on n'est pas loin en termes de prix. Ben ça, en fait, ça marche très très bien avec ben, aussi une espèce d'échelle de prix, par exemple. C'est le même process. Donc, euh, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, en fait, je crois qu'on arrive sur le point numéro 5, vision à distance et Mancy. Euh, la marge d'erreur est-elle plus large avec les tarots ou autrement aussi qu'en vision à distance? Alors, je ne sais pas si on peut vraiment parler de marge d'erreur. Je dirais que quand même, ce qu'on appelle la vision à distance, j'allais dire la pratique directe de l'intuition, qu'on appelle ça voyance directe ou perception directe, enfin voilà, sans intermédiaire en quelque sorte, ça peut permettre de choper des informations d'une très très grande précision. Mais l'utilisation de Mansi aussi, hein, qu'on peut effectivement avec un tirage de tarot choper, bah, c'est Catherine qui disait ça un peu au début tout à l'heure, on peut choper des informations qui n'ont absolument rien à voir avec le tirage de tarot qu'on est en train de faire précisément. On peut se mettre à percevoir des choses qui sont, euh, qui sont, qui sont bien au-delà des cartes, quoi. Voilà, je prends souvent cet exemple. Voilà, la personne demande si elle va vendre sa maison. Bah, voilà, est-ce qu'elle va vendre sa maison? Vous faites un tirage pour répondre à cette question, puis tout d'un coup, vous percevez que la maison, ben, je ne sais pas, il y a un problème dans l'étage ou qu'il y a une espèce de chose très haute à côté de la maison qui cache la lumière. Il se trouve que c'est un arbre. Et en fait, tout ça, il n'y a aucune carte. Il n'y a aucune carte dans le tirage qui raconte ça. Donc ça, c'est de la perception, donc c'est de l'information qui se manifeste et qui arrive en plus. Donc, qui arrive en plus. Et donc voilà. Donc, donc, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une marge d'erreur ou ce genre de choses. Alors, ce qu'il y a de certain, c'est qu'avec les Mansi, on peut aussi, des fois, enfin, souvent c'est ça quand même, on peut rentrer dans un processus d'interprétation, bien sûr, parce qu'on fait un tirage, on pose une question, il y a un tirage avec plusieurs cartes, et donc, bah, au départ, il y a une interprétation. Moi, je vous recommande plutôt, si vous faites ça, d'essayer de sentir déjà des choses, d'essayer de sentir des choses avant de retourner vos cartes, d'essayer de sentir même déjà voilà, l'atmosphère de la réponse, qu'est-ce que ça vous dit déjà? Vous voyez, comment ça fait? Ça, si vous faites ça, bah, vous allez rentrer dans un processus intuitif très intéressant et ensuite vous retournez vos cartes. Alors vos cartes, vous allez avoir une analyse spontanée des cartes parce que, bah, je sais pas, vous tirez le battleur, vous tirez la papesse, vous tirez ensuite, je sais pas, moi, le pendu. Chacune de ces cartes a une personnalité, un symbole, ça raconte quelque chose, et ce que ça raconte, bah, c'est de la pure analyse au départ, mais cette analyse-là, combinée à la question qui a été posée, bah, ça peut vous amener sur quelque chose qui va aller au-delà, et ça va enclencher de l'intuition, ça va enclencher des informations supplémentaires qui ne sont pas dans vos cartes. Donc ça, c'est très intéressant. Et il n'y a pas une question de est-ce qu'il y a une Mansi meilleure qu'une autre, est-ce qu'il y a un tirage meilleur qu'un autre, etc. Tout ça, ça n'a aucun rapport.
Euh, Ça peut fonctionner en mettant pas mal de cartes devant soi, parce que quand on met beaucoup de cartes, souvent en fait, on se noie un peu là-dedans, on se perd en fait, on peut plus vraiment faire d'analyse. Donc, vous avez certaines personnes qui, d'un point de vue tirage, vont enchaîner comme ça, vont poser des cartes, poser des cartes. Ça fait des cartes, des cartes, des cartes, des cartes. Quelque part, j'ai envie de dire, on n'y comprend plus rien. Mais ça vient un peu saturer, en quelque sorte. Et c'est ce qui se produit. Ça sature un peu le mental, en quelque sorte. On ne peut plus analyser les cartes, mais on va rentrer dans un état différent. Et c'est là que commence une voyance, en fait. C'est là que commence le processus de perception intuitif. Et c'est parce que, quelque part, on a saturé sa, comment dire, voilà, son analyse, hein, en quelque sorte. Euh, alors oui, Thomas, une question, oui, oui. Juste une petite marche arrière sur le point 5 du numéro 4. Comment tu procéderais pour déterminer une orientation sans kinesthésie? Ah oui, oui, ok, oui, oui. Peut-on percevoir une orientation? C'est-à-dire dans quel cadre? C'est-à-dire? Mais une recherche d'animal, par exemple. Dans quelle direction il est parti depuis un point précis? Ok, ben oui, c'est bah, si on veut juste chercher, bah, là, ben, tu peux le sentir comme ça en fait. Ben, voilà, il y a quatre directions possibles. On peut imaginer que bah voilà, ça te vient directement. Si vraiment la question c'est dans quelle direction il est parti. Ça peut te dire instantanément une des quatre. Euh, Souvent, ce qui marche bien quand même, c'est de visualiser sur un papier ou sur quelque chose d'un peu physique, en quelque sorte. Donc de représenter, je sais pas, on peut représenter une boussole, on peut représenter quelque chose. Enfin, c'est là souvent après qu'on va voir des gens dans leur pratique prendre un pendule et puis ou un stylo et puis essayer de sentir avec des outils amplificateurs comme ça. En fait, c'est l'intuition corporelle souvent qui va quand même donner la réponse. Et les pendules, etc., c'est des amplificateurs hein, ou des lobes antennes ou des, je sais pas, enfin toutes sortes d'instruments en fait, des fois un peu caricaturaux, mais qui sont quand même des outils amplificateurs. On peut les utiliser, en tout cas pour trouver une orientation. Donc, mais retrouver un chat disparu, c'est très compliqué hein, par l'intuition. Parce que par Alors, définition, un chat, ça bouge tout le temps. Euh, ouais. c'est plus facile de retrouver un chat mort qu'un chat vivant à cause de ça. Initialement, c'est plutôt pour localiser des corps, concrètement. Mm, mm, Et mm. j'avais fait une expérience dans plusieurs affaires. En fait, c'était de tirer deux cartes. Parce que bon, après, il faut des cartes qui s'y prêtent. Et quand il y a des personnages, de regarder la direction commune entre Ouais. les deux cartes, les regards. Et Mm. ça avait plutôt bien fonctionné sur Ok. plusieurs affaires. De faire des interprétations des cartes. Ok. Pourquoi pas? Bon, faut Les voir. orientations, par exemple, deux personnages qui regardent à droite, bah, c'était Est. Et Mm, mm, ça a marché mm, 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 plusieurs fois. mm. Il y a Catherine qui dit qu'elle a retrouvé son chat heureusement vivant avec une lame du tarot. Mais si je puis me permettre, c'est un peu plus qu'une lame de tarot. Parce que c'est, si tu veux dire, hein. Ah oui, oui, c'était la lune, tu dis. D'accord, ouais, ouais. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que la lune ne te dit pas où est le chat, en fait. C'est ton intuition qui se met en marche après avoir tiré la carte de la lune, et c'est ça qui te donne les infos. Si on analyse un petit peu le processus. Du coup, j'enchaîne. J'ai parlé déjà de la question numéro 2 du point 5, différence entre natural remote viewing et control remote viewing. Euh, bon, voilà, dans les deux cas, c'est du remote viewing. Euh, et pourquoi avoir écarté les idéogrammes? Alors là, on rentre vraiment dans des aspects purement techniques. Là, j'ai peur qu'on perde quelques personnes. Les idéogrammes, en fait, c'est la phase 1 du control remote viewing. Et donc, qu'on ne retrouve pas nécessairement voilà, dans le natural remote viewing parce que précisément on a abandonné ce système de phase pour rester concentré simplement sur les deux temps d'exploration, l'exploration sensorielle et l'exploration spatiale. Donc voilà. Euh, bon, je ne vais pas en dire plus parce que sinon ça va prendre trop de temps. Ensuite, on parle de AOL. Alors, AOL et gestion de l'analyse. Alors ça, AOL, c'est un sigle un peu barbare, mais ça veut dire construction analytique. C'est uniquement ça, c'est construction analytique. Euh, et donc, les constructions analytiques, vous savez, c'est ce que j'explique dans la formation, c'est que
les constructions analytiques, souvent quand on la prend en tant que telle, elle n'est pas vraiment juste. Mais une construction analytique, ça se construit précisément parce qu'il y a des intuitions qui vous amènent à ça, qui vous amènent à cette... C'est votre ego, c'est votre mental, qui réfléchit, qui pense, qui essaie de trouver ce que c'est et qui donne du sens. Je me souviens dans la formation, parce que ça fait un moment que je l'ai tourné quand même, mais à un moment donné, je donne des exemples. Et, euh, et donc, la cible est un lieu, et donc, voilà, on a une allée de peupliers les uns à côté des autres. Et, euh, et en fait, moi, je crois que c'est, ou alors je sais plus, non, où c'est, ben, je perçois la verticalité des peupliers sans comprendre que ce sont des peupliers, mais je perçois qu'il y a des choses qui sont cylindriques les unes à côté des autres et voilà, c'est là. Et ça me donne l'impression que c'est comme un temple athénien, si vous voulez, comme un temple grec ou n'importe quel temple, si vous voulez, avec des colonnes, en fait. Et donc, c'est un peu comme si mon mental s'appropriait la perception intuitive. La perception intuitive, c'est il y a des trucs verticaux les uns à côté des autres, comme des cylindres. Voilà. Ça, l'intuition, elle sent ça et c'est juste. Et le mental se dit, ah, bah ça doit être un temple. Alors pourquoi mon mental il dit ça? Bah parce que c'est la première chose à laquelle je pense à ce moment-là. Peut-être parce que j'aime ça, les temples grecs, peut-être parce que j'ai vu un reportage la veille à la télévision sur ça. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent expliquer. Sauf que bah, c'est pas un temple, c'est une allée de peupliers. Donc évidemment, si je me dis c'est un temple, ben j'ai tout faux. Si on est en train de faire une recherche de chat, justement, que je dis, bah voilà, on n'est pas prêt de le trouver, parce que je vais envoyer les propriétaires du chat dans un endroit qui n'est pas du tout le bon. Donc là, il faut être très vigilant et du coup, on peut tout à fait déconstruire en fait cette image-là, c'est-à-dire se dire, ah, ben je vois un temple, oh là là, je vois un temple. Ok, attention, peut-être que c'est pas tout à fait un temple, mais il y a des choses qui ont été perçues et qui ressemblent. Alors qu'est-ce que c'est? Ben en fait, parfois on arrive à retrouver en quelque sorte, comme si on rembobinait un petit peu, on retrouve les informations intuitives qui sont à l'origine de cette idée. Parfois, c'est très facile de le faire, parfois pas tant que ça. Voilà, c'est un peu délicat par moment, mais bon, on peut tout à fait quand même, donc pour répondre à la question, est-ce qu'on peut exploiter une construction analytique? Oui, on peut l'exploiter justement de cette manière-là, en la déconstruisant et en essayant de se souvenir des informations intuitives qui sont à l'origine de la construction. Voilà, c'est un peu technique, c'est un peu savant. J'espère que j'ai pas perdu tout le monde là en racontant tout ça. Mais par exemple, en consultation, ça peut arriver, ce genre de choses. Euh, Ça peut arriver, je sais pas, j'ai pas d'exemple comme ça, mais où tout d'un coup, bah voilà, vous avez votre consultant en face, et puis tout d'un coup, le consultant, vous percevez que la personne, elle est chez elle, dans un endroit, et c'est un peu comme un atelier. C'est un espace à elle, et elle fait plein de trucs avec les mains, avec des outils. Et à un moment donné, on va lui dire, ah, ben, vous devez faire de la sculpture. Parce que comme elle fait des trucs comme ça, avec des objets, puis en fait, non, elle fait pas de la sculpture, elle fait de la cuisine. Mais elle est spécialisée en pièces montées. Donc en fait, toutes les perceptions intuitives sont justes jusqu'au moment où on tire la conclusion que ce qu'elle fait, c'est de la sculpture. En fait, tout est juste, sauf de dire qu'elle fait de la sculpture. Parce que la consultante, quand elle entend de la sculpture, bah, je sais pas, elle imagine Rodin, elle imagine, je sais pas, Michel-Ange en train de sculpter une pierre, et elle se dit, bah non, je fais pas ça du tout, ça n'a rien à voir. Non, effectivement, ça n'a rien à voir. Mais quand même, elle fait des choses qui sont artistiques, artisanales, qui sont manuelles, qui demandent des outils, qui demandent tout un espace de travail. Et donc ça, c'est d'ailleurs toute la difficulté qu'il peut y avoir dans une consultation où on perçoit des choses intuitivement, des informations, et on fait des interprétations en même temps. C'est automatique. Et ces interprétations, eh bien, elles vont des fois générer des images et des idées qui sont un peu fausses. Voilà. Mais par contre, on peut tout à fait retrouver quand même ce de quoi il s'agit en les déconstruisant, comme je l'expliquais. Voilà, bah, je crois qu'on a un peu fait le tour là, hein, il me semble.
Parce qu'on a vachement dépassé, hein, il est 20h22. On peut pratiquer, bien sûr, là je suis dans le point numéro 7, le tout dernier. On peut pratiquer sur des supports matériels, des cartes, des photos, des objets, des lieux, bien sûr. Donc là, on est plus, on va dire, dans la consultation. Mais ça m'arrive régulièrement d'avoir des gens, par exemple, qui me disent, oh ben, moi, je vais déménager, mais je ne sais pas encore où. Alors moi j'aime bien des fois regarder sur une carte. Donc moi je prends mon smartphone et puis je regarde et puis on zoome à différents endroits et puis ben, j'essaie de donner des localisations quoi en quelque sorte. Ah, c'est plutôt là, c'est plutôt là. Voilà, ça peut tout à fait fonctionner. Je suis sûr que parmi vous il y en a qui le font. Des photos, bah moi j'aime bien aussi les photos. En fait la photo, bon c'est un support. En vrai, quand on fait un travail de voyance, on n'a pas du tout besoin que le consultant il amène des photos. D'ailleurs, ce qu'on voit dans la formation, c'est qu'en fait, on peut faire un travail intuitif sur une personne sans connaître le prénom, avec une photo qui est masquée, enfermée dans une enveloppe. Donc, en fait, on peut tout faire, en fait. Mais alors, donc, en consultation, bah, on peut faire comme ça aussi. Sauf que les gens, en fait, ils vont quand même venir avec la photo de la personne qui les intéresse. Moi, personnellement, j'aime beaucoup que la personne, elle prépare des photos. C'est pas nécessairement pour les regarder, parce qu'en fin de compte, il s'avère que je les regarde pas toujours, mais c'est juste pour renforcer l'intention du consultant. Le consultant, il prépare ses photos, il y pense, il les choisit, il se dit, tiens, je vais lui montrer ça, je vais lui montrer ça. Et bien, tout ça, ça crée un climat favorable pour la consultation. C'est comme si ça venait charger un peu. Ça crée en fait finalement de la luminosité en quelque sorte. Ça crée un terrain favorable pour la consultation, elle se passe bien. Et bah, souvent ça se passe bien parce que la personne, elle a tout prévu, elle a préparé ça. Donc, entre parenthèses, d'ailleurs, souvent, moi, quand ça foire dans les consultations, bah, c'est que la personne, elle n'a pas bien préparé la consulte. Ça peut être moi qui ne suis pas bien préparé, mais ça peut venir du consultant aussi qui a mal fait le job. Vous savez, on dit souvent les mauvais voyants, mais vous avez des mauvais consultants aussi. Donc, et les mauvais consultants, bah, c'est des consultants qui n'ont rien à foutre, en fait, et qui ne rentrent pas dans le cadre spécifique de la consultation que vous proposez. Donc, vous avez des gens qui disent, ah bah non, mais moi je veux que vous fassiez comme ça ou comme ça. Bah non, 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 moi j'ai pas prévu de photos, je vous montre pas mes photos. Ok, bah, du coup, ce genre de choses, bah, ça fait un peu obstruction, ça vient un peu dénaturer le rapport de confiance. Enfin voilà, ça pose plein de problèmes qui sont relationnels aussi. Bref, voilà. Donc, mais dans le fond, là où je veux en venir, c'est que ce n'est pas nécessairement la photo qui fait qu'il va y avoir la voyance possible. Si la personne, elle vous dit, ben juste, j'ai trois enfants, parlez-moi de mon fils, le numéro un, ben, en fait, on n'a même pas le prénom, on n'a pas la date de naissance, et ben, ça peut suffire pour quand même dire quelque chose. Parce que l'intention, elle est là, et on va quand même sentir des choses. Après, bah, évidemment, si elle dit, bon, bah, il s'appelle Kevin, il a 22 ans, ok, on va pouvoir dire des choses aussi, Merci, mais, bonsoir. il faut savoir que bah, le fait d'avoir un prénom, un âge, ça peut nous influencer, quoi. Ça peut nous influencer. Alors, Thomas qui lève le doigt, oui, Est-ce que les supports, ça n'a pas tendance à générer plus d'AOL que sans support? de construction analytique, donc tu veux dire, hein, je traduis parce que, Oui, oui, oui. euh, Au bah, début, disons, peut-être. comment? Plus au début qu'avec l'expérience. Je sais pas. Bah, disons qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que quand on utilise des supports comme le tarot ou comme d'autres oracles, on rentre immédiatement dans de l'interprétation Ouais, au c'est ça. départ. Donc une interprétation, donc c'est pas très intuitif en fait, une interprétation. Mais bon, ça peut quand même créer un climat favorable parce qu'on va avoir plusieurs cartes, une interprétation, puis quelques autres cartes, une nouvelle interprétation. Enfin, chaque tirage va donner une interprétation qui, à un moment donné, il y a quelque chose qui, c'est comme s'il y avait quelque chose qui finissait par surnager, quoi, en quelque sorte. Il y a une espèce d'écume comme ça, vous savez, comme quand on cuit de la confiture. Il y a une espèce, ben ça, quelque part, il y a quelque chose qui émerge, en fin de compte. Il y a quelque chose qui émerge, et ce quelque chose, c'est de l'intuition. Donc, alors, je lis en même temps dans le chat.
Il y a Laurence qui dit, faut-il être forcément intuitif pour faire un bon tirage, car il ne suffit pas de comprendre le mode d'emploi des cartes. Alors oui, c'est vrai. Alors, vous avez des gens qui vous disent, bah, vous avez par exemple Sébastien Michel, qui est tarologue québécois, vous le savez. Alors lui dit qu'il n'y a pas du tout d'intuition qui intervient dans son interprétation. Et c'est de la pure analyse. Donc c'est vraiment carte numéro un à côté de la carte numéro 2, ça veut dire ça. Additionné à la carte numéro 3 qui vient juste après, ça veut dire ceci, cela. Donc là, on entre dans quelque chose qui est de la pure analyse. Je ne sais pas si ça marche si bien que ça. Moi, personnellement, je suis perplexe, pour pas dire sceptique. Je pense qu'il y a toujours de l'intuition qui arrive quand même au bout d'un moment. Même, et je pense que Sébastien Michel qui me dit que non, je pense que moi je pense que oui, je pense qu'il se trompe. Je vous le dis entre nous. Mais je pense que forcément il y a de l'intuition qui intervient. Pour moi, c'est obligé. Et donc, est-ce qu'il faut forcément être intuitif? En fait, non. En fait, cela dit, on est tous intuitifs en vrai. La capacité d'intuition, elle est présente dans la nature humaine. C'est comme la mémoire. Il n'y a pas des gens qui sont nés sans mémoire. Donc on a tous une capacité d'intuition qu'il faut stimuler, qu'il faut réveiller, parce qu'il faut bien le dire, on n'est pas très habitué à l'utiliser. Il n'y a pas de mode d'emploi, on ne nous apprend pas ça à l'école, puis même on nous fait croire que ça n'existe pas. Donc c'est un peu compliqué. Mais donc on peut la réveiller justement grâce à des mancis, grâce à des tarots, des tas de choses comme ça. Donc à force de pratiquer, l'intuition va se révéler. Moi j'ai souvent des stagiaires qui me disent, oh là là, mais j'ai vu des trucs dans les cartes, alors que j'étais en train d'analyser mon tirage en croix, tout d'un coup j'ai eu cette sensation. Ben, là on est dans le début d'un truc. Eh ben, il faut tirer dessus. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un fil, il faut tirer dessus et ça va. Et après, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir. Après, il y a d'autres problèmes de confiance en soi, d'avoir peur de se tromper. Tout ça, c'est des paramètres psychologiques. Euh, et euh, et c'est pas du tout un problème d'intuition. Ça, c'est plus un problème de, voilà, de paramètres psychologiques, comme je viens de le dire. Ensuite, je lis les questions dans l'ordre. Caroline, une question qui me vient comme ça. Personnellement, par principe, je ne donne jamais d'infos intuitives à quelqu'un qui ne l'a pas demandé explicitement. Vois-tu, Alexis, une objection à ce principe? Non, bah c'est pas. Non, oui, c'est. Donc, si la personne, elle pose pas de questions et que tu vois quelque chose, euh, on peut peut-être moduler un peu quand même ce que tu dis. Moi, personnellement, j'ai une sorte d'intention, une espèce de requête à moi-même quand je fais une consultation. C'est que je me dis à moi-même que je veux voir et ne voir que ce qui est utile et intéressant pour le consultant. Donc, c'est comme si je mettais cette intention de démarrage dans la consultation. Ce qui veut dire que je ne vais pas être encombré par des choses qui, entre guillemets, pourraient gêner le consultant. Et donc, euh, enfin, gêner, c'est pas le gêner, mais c'est en tout cas quelque chose qui ne lui soit pas utile. Quelque chose, quand je dis que je veux voir des choses qui sont utiles pour le consultant, ça peut être aussi des choses qui sont désagréables à dire, y compris donc des choses qu'il ne va peut-être pas me demander, mais je vais partir du principe que si je les vois, alors que moi j'ai posé cette intention-là, eh ben, c'est qu'à ce moment-là, je dois lui dire. Et donc ça veut dire que tout ce que je ne vois pas, eh ben, en fait, c'est que ça lui est pas utile. Donc voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, j'ai un peu, il est tard. Donc, mais ce que je raconte, c'est ça, c'est que dans le fond, je mets mon intention pour avoir des infos sur ce qui va être utile et intéressant pour le consultant. Donc voilà, donc partant de cette intention-là, eh bien, si je vois des trucs et qui ne correspondent pas à une question spécifiquement posée, ben, je vais me permettre quand même de le dire. Voilà, mais ça ne va pas forcément aller chercher très très loin en même temps. Donc, et c'est vrai que dans ma consultation, j'attends pas nécessairement que les gens me posent des questions. Donc, dans la consultation, il y a, notamment quand je suis dans des consultations en présentiel et donc avec le consultant en face, des fois j'ai des gens qui me disent, bah non, mais dites-moi ce que vous voyez. Bon, bah à ce moment-là, on démarre comme ça, quoi. On démarre, bah voilà, bah, je vous dis ce que je vois sur vous. Donc à ce moment-là, ben, heureusement que j'ai mis cette intention-là, parce que des fois on voit des trucs, on se dit, ouh là là, c'est un peu compliqué quand même, hein. Mais c'est ce qu'il faut dire quand même. Euh,
Ah bah super, Sylvie qui dit grâce au remote viewing, je suis passé à 8 paquets de cartes sur mon bureau à 2. Ok, bah pourquoi pas, voilà. Donc on rétrécit le nombre de Mansi. Mais voilà, c'est pas forcément, enfin c'est pas forcément le but en fait en vrai, hein, mais ce qui peut se passer, c'est que dans le fond, vous ayez besoin de moins tirer de cartes ou de tirer moins de cartes aussi. Donc voilà, ça peut faire ça. Bah, et puis, ah, vous avez dit beaucoup de choses. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout lire. Donc, alors peut-être est-ce que vous avez des questions euh, subsidiaires? Alors oui, Thomas, vas-y. La dernière question du fichier, est-ce que tu as déjà essayé de faire une session sur ordinateur directement ou plutôt que Oui, sur oui. papier pour pouvoir taper tes notes? Ouais, oui, mais oui, ça le fait. Je le fais plus très souvent comme ça parce que c'est long de taper. Enfin, moi, je tape pas très vite. Alors, je tape pas juste avec deux doigts, mais je tape quand même. Mais je trouve que c'est long. Et en vrai, finalement, ce que je fais maintenant, c'est que je m'enregistre en vocal. Surtout que maintenant, on a une transcription immédiate, donc c'est facile. Et donc j'enregistre des vocaux et je parle en fait finalement à voix haute. Et voilà. Mais des fois, le fait d'écrire, que ce soit à la main Mm, en tapant, ça permet en fait d'occuper son mental aussi, puis de formaliser les choses. Le fait de formaliser avec des mots et d'être obligé de trouver les mots qui correspondent à ce qu'on est en train de sentir, etc., et ben, indirectement, ça aide le processus intuitif aussi à s'accomplir. Donc ça, c'est quand même intéressant d'écrire d'une manière ou d'une autre. Et puis j'ai vu des gens aussi faire ça sur des palettes graphiques, enfin, sur des tablettes en fait, avec des stylets. Bon voilà, chacun peut trouver chacun peut trouver son support quoi en fait, hein. Bon voilà, bah, je crois qu'on a un peu fait le tour, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je peux abuser d'une dernière question? Alors ce sera la dernière. La dernière. À moins qu'il y ait quelqu'un d'autre, parce que Bah, je sais pas, ça a pas l'air, hein. Alors, est-ce que l'attribution d'un code sur une cible par une intelligence artificielle sans intention peut être aussi efficace que l'attribution d'une cible par quelqu'un de physique? Bah, je pense qu'en fait, c'est mieux si c'est quand même un humain qui le fait, mais de toute façon, dans plein d'expés qui ont été menés en double aveugle, en fait, c'était des machines qui sélectionnaient la cible, des machines aléatoires, etc. Et à partir du moment où tu as quand même un humain qui met l'intention sur la cible, bah, en fait, ça fonctionne. Mm. Et à minima, l'humain qui le fait, bah, c'est l'intuitif, quoi. Qui dit, bah, ok, bah, j'ai cette coordonnée, que cette coordonnée-là, elle a été arbitrairement décidée par un ordinateur, une IA ou que sais-je, bah, c'est cette coordonnée-là qui correspond à cette cible-là. Donc voilà, le lien, il est fait, il y a une signification, et donc l'intention, ben, elle est là, quoi, en fait. Donc ça va fonctionner. Mm. Ok, merci beaucoup. Voilà. Eh bien, écoutez, on a bien débordé, mais c'était passionnant. J'espère avoir répondu à pas mal de questions. J'espère que ça a été. Et puis, bah, si vous en avez d'autres, bah, écoutez, vous savez où me trouver, vous m'écrivez ou je sais pas, vous postez en commentaire. Et vous savez, il y a un espace communauté aussi, hein, donc, dans lequel vous pouvez poser des questions. Voilà, donc, eh ben, merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée, bon appétit si vous n'avez pas mangé encore. Et puis à la prochaine. Il y aura un autre truc comme ça, un autre truc, une autre visio comme ça, là, je pense en décembre ou janvier, je ne sais pas encore. Et là, on parlera justement de Mansi, de faire un peu de voilà, questions-réponses autour du tarot et du Béline. Allez, bah, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt. Merci.